Et je pense que si nous, on arrive à donner de l'information qualitative, ce qui est le cas en termes de préparation à la retraite, en termes de notariat, enfin toutes ces choses-là qui Mmh. sont pas forcément les meilleurs points à penser, mais qu'il faut penser en amont. Mais ce qui est très important, et c'est ce qui fait notre différence, c'est qu'on n'est pas un journal de vieux. Le téléphone pour seniors à grosses touches, ça n'a Mmh. pas du tout marché. C'est qu'en fin de compte, les seniors ne voulaient pas avoir un téléphone qui soit différent du téléphone des autres. Parce que ça veut dire qu'ils ne sont plus intégrés, ça veut dire qu'ils ne sont pas considérés comme les autres. Il faut vraiment reconsidérer sa vision du senior et puis cesser de l'invisibiliser. Il faut aller leur poser des questions. Il y a des compagnons des robots à base d'IA. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces aides, en termes de compagnonnage, mais aussi de prévention santé? Ça portait ses fruits, mais les gens n'étaient pas très réceptifs d'abord à ce type d'échange et puis n'appréciaient pas simplement de parler à une machine. Voilà. Mais il faut vraiment garder en tête que c'est un outil et ça ne remplacera pas l'humain, Mmh. qui me semble être une valeur cardinale dans un bon vieillissement en tout cas. Bonjour Blaise, Bonjour. je suis super contente de t'avoir aujourd'hui avec moi pour discuter de la génération des seniors, la génération des 50 et plus. Je te remercie beaucoup d'avoir pris un moment pour, échanger avec moi. Avec plaisir. Alors Blaise, ça fait maintenant 12 ans que tu es à la tête du magazine, qui n'est pas que papier d'ailleurs, Génération, sur la génération des 50 et plus. On a mené ensemble un sondage où on a posé plein de questions à cette génération-là, puisqu'on a eu plus de 750, environ 750 personnes qui ont répondu à notre sondage. Mhm. Et on a abordé plein de thématiques dont on va parler aujourd'hui, à la fois sur le rapport au travail, le rapport à la santé, le rapport aussi avec les jeunes, plus jeunes générations, comment on se sent entre 50, 60, 70, 80, avec toutes ces décennies qui passent, qu'est-ce que ça impacte aussi en termes de loisirs, en termes de santé et puis en termes d'autonomie. Mhm. Et je me réjouis d'aborder tous ces sujets avec toi. Moi aussi. Alors écoute, le premier point que je voulais aborder avec toi, c'était sur l'aspect connexion et digitalisation. Mhm. Donc comme on l'a vu dans le sondage, ben, aujourd'hui, les seniors, et on a parlé à des personnes qui vont jusqu'à 85, 90 ans, sont quand même très majoritairement connectés, puisqu'on a 90% des seniors connectés. Effectivement, sur les 10% qui restent, on est très majoritairement sur 80 ans et Mhm. plus. Mhm. On voit également que tu en as quand même une bonne partie, la moitié, sur les réseaux sociaux. Donc évidemment, ils sont plus nombreux s'ils ont moins de 65 ans qu'après la retraite. Et on voit que ces réseaux sociaux, c'est Facebook en majorité. Sur cet aspect digitalisation, aujourd'hui, est-ce que tu dirais que le senior, il est assez sélectif dans ce qu'il va aller chercher comme dans le moment qu'il va dédier à sa consommation via son smartphone ou son ordinateur? Est-ce que tu as le sentiment qu'il est très sélectif au contraire du jeune qui va quand même passer, on peut le dire aujourd'hui, je pense que le temps moyen dernièrement, c'était 7 heures Ouais, par c'est énorme. jour Ouais. sur son téléphone. Mhm. Est-ce qu'il est plus sélectif et qu'est-ce qu'il va chercher selon toi quand il est sur son téléphone, Ah, ce je pense qu'il senior? est plus sélectif déjà en termes de temps passé, puisqu'on est à peu près sur la moitié, hein, environ 3 heures dans ces âges-là par jour, ce qui est déjà pas mal. Plus sélectif parce qu'il va chercher d'abord de l'information, donc il y a toujours énormément de réflexes liés à son parcours de vie. Donc il y a des sites d'information auxquels il se réfère de manière très régulière, des sites, ça peut être la télévision, etc., mais évidemment sur le web. Et puis sinon, il est très orienté aussi service. Mhm, Donc, il va aller chercher via Google des services spécifiques, que ce soit des vacances, de l'assurantiel, du politique, etc. C'est du temps long mhm. qui est mis à contribution directement pour les seniors sur le web. Ouais. Donc ils vont plutôt aller approfondir les Ouais. thématiques qu'ils ont envie d'explorer et en même temps, tu dirais une utilisation plutôt servicielle alors et Oui, utilitaire avoir des dans, réponses. dans... Questions, on cherche des réponses. Ok. Est-ce que tu as le sentiment par rapport à ça, parce qu'il y a de plus en plus d'apps quand même qui se développent aussi dans les Mhm. entreprises, hein, tu vois, qu'on pense à groupe mutuel, enfin dans tout, Ouais, ouais. l'e-banking, etc. Est-ce que tu penses que cette génération-là est aussi prise en considération? Alors insuffisamment, ça c'est évident. En termes de comportement déjà, puisqu'ils vont souvent favoriser, quand on a une IA qui répond par exemple à un groupe mutuel et autres, ils vont quand même toujours favoriser le contact téléphonique, le service client, ça c'est vraiment Ouais, prioritaire. c'est ce qu'on a vu dans Parce que l'étude, hein. c'est Mhm. vraiment, et on le voit nous au quotidien, hein, puisqu'on a énormément d'appels dans notre journal. On a évidemment tous les moyens possibles et imaginables de nous atteindre autrement, l'email, etc., etc. Mais le lien social et l'appel téléphonique sera toujours prioritaire. Et j'ai l'impression qu'il y a une usure aussi, quel que soit d'ailleurs la segment de population, il y a une usure d'avoir toujours en fin de compte ou des robots ou autres qui nous répondent. Et le retour à l'humain
il est un peu garanti aujourd'hui par, les seniors, en fin de compte, parce que c'est un besoin qui est là et on devrait vraiment s'en inspirer un petit peu plus, à mon avis, parce qu'on va pas aller, même si l'IA va prendre de plus en plus de place, je pense que le lien humain va aussi avoir un enjeu de plus en plus grand. Donc on devrait s'en inspirer un peu plus pour te répondre. OK, donc toi tu dis heureusement alors qu'il y a nos seniors qui nous permettent de continuer à maintenir ce lien humain, y compris dans du SAV et du service client. Alors complètement. Puis il y aura des besoins qui ne seront pas satisfaits, donc je pense que les gens iront voir ailleurs parce Mmh. que à force d'avoir toujours, des robots qui nous répondent, ça va user. Oui, Le lien humain est central quelle que soit la ce sera génération. un enjeu de Ça fidélisation aussi de la c'est clientèle. énorme, ouais. OK. Alors, on a vu qu'avec l'âge de la retraite, donc là, si on se concentre que sur les Mmh. 350 personnes qui ont moins de 65 ans, donc entre Mmh. 50 et 65, on voit que, il y a un tiers qui n'a pas encore anticipé sa retraite. Mmh. Moi, ça me semblait quand même encore assez, important comme chiffre, que, il y a encore beaucoup de personnes qui ne savent pas concrètement avec combien ils vont vivre, en fait, Mmh. à l'âge de la Bah, retraite. ça peut surprendre en effet parce qu'en fin de compte, on se dit que la retraite c'est une chose, c'est une période de sa vie à laquelle on doit pousser vraiment en amont et toutes les institutions bancaires, assurances et autres nous poussent à faire ce genre d'analyse. Mais spontanément, personne n'est versé à penser à son avenir post-retraite. C'est comme, lorsqu'on doit penser aussi à plus tardivement dans son âge, 80, 90 ou 100 ans même, on n'est pas naturellement versé à dire: «Bah, il faut que je prépare mes funérailles». Donc il y a un espèce de frein naturel. En plus, je pense qu'aujourd'hui, avec l'espérance de vie qui a quand même gagné énormément d'années, c'est quelque chose qui devient moins urgent. On profite de la vie au quotidien et ça, c'est un message, que l'on a de manière, régulière. J'ai animé pas mal de débats aussi autour de la préparation à la retraite. Les questions sont des fois hyper basiques, Du style? mais du genre, les cotisations ou les prélèvements sur sa fiche de salaire ou bien comprendre aussi son certificat, de salaire que l'on reçoit de son entreprise. Il y a encore passablement de lignes et de chiffres qu'on ne comprend pas et des fois, hélas, quand on s'y intéresse un peu trop tard, bah, c'est trop tard pour pouvoir racheter des années et cetera, pour s'assurer une retraite, correcte. Et enfin, je dirais encore une chose importante, c'est que, il y a aussi passablement de gens qui vont vivre une retraite qui est difficile, mais je pense qu'on va y venir Mmh. et ça fait un peu peur, hein, cette période-là, ça fait un peu peur donc se concentrer sur le présent, ça paraît aussi assez naturel pour vivre bien. Alors se concentrer sur le présent, c'est vrai qu'on a pu constater dans le sondage que ces seniors, ils ont aussi envie de vivre, au jour le jour, peut-être Ouais. pas one life, hein, parce qu'on est plutôt, vers la deuxième partie de sa vie, mais il y a quand même cette envie de profiter, de vivre sa vie. On dit parfois que les seniors sont assez égoïstes et que cette individualisation qu'on trouve, assez forte chez les jeunes générations aujourd'hui, qu'elle est aussi encore plus forte chez les seniors. Toi, c'est quoi ta lecture de ce rapport à l'égocentrisme ou l'individualisme des seniors qui, par exemple, aujourd'hui disent: «Ben, écoute, je n'aurai pas le temps de m'occuper de mes petits-enfants parce que j'ai aussi envie, moi, de profiter». Ah, moi, je parlerai pas de d'égocentrisme, de la même manière, non. Je pense qu'il y a une réévaluation à nouveau par rapport à l'espérance de vie. Il est vrai que très, très longtemps et encore beaucoup aujourd'hui, les heures de garde, par exemple, des petits-enfants paraissent naturelles. On sait que ça représente des millions à l'échelle suisse. C'est une forme de bénévolat et je pense qu'il est bien qu'on puisse un petit peu, relativiser, cette disponibilité sans fin quand on est grands-parents. Par ailleurs, il y a énormément d'engagement bénévole quand même dans ces âges-là. Il y a énormément d'intérêt aussi pour les autres générations, d'autres intérêts aussi politiques, on en parlera certainement, mais climat et autres. Donc l'individualisme ou l'excès d'égocentrisme, je pense pas que c'est vrai. Non, non, je pense pas que c'est vrai. En revanche, on a peut-être besoin dans notre société de changer un tout petit peu de regard sur ce dernier tiers de vie qui n'est pas simplement être à la maison, faire des gâteaux et être à disposition de sa famille. C'est un tout petit peu plus complexe. On voit que l'engagement, il est là, l'intérêt, il est là, le dialogue intergénérationnel est là aussi. Quand il s'agit d'aller manifester pour le climat, par exemple, il y a énormément de seniors qui sont là et qui tendent la main à une génération plus jeune qui, eux, s'estiment être les seuls ou les premiers militants. Et en fin de compte, tout le monde est là. Donc il faut, je pense, casser surtout une image qui est celle d'une segmentation très forte par rapport aux seniors. Mmh. Non, ils ne sont pas hors société. Et tout l'effort que j'ai, moi, par exemple, dans le journal, c'est de les voir tels qu'ils sont, intégrés à la société. Basta. Les ghettoiser, c'est le début de la fin. Bah, est-ce que tu as l'impression qu'on les met quand même justement un peu dans une case à part? Oui, il y a tout un discours qui dit qu'en fin de compte, les seniors sont là et ils coûtent.
et en fin de compte, ils coûtent aux générations plus jeunes, ce qui est totalement faux. Ah, dans ce sens-là. Oui, dans ce sens-là. Et puis deuxièmement, bah, Bah, c'est il coûte quand vrai même, parce qu'il y a quand même que ces retraites à financer. bien sûr, mais le principe des assurances sociales, c'est la solidarité. Il a été posé. Je pense que c'est un des plus beaux principes qu'on ait en Suisse. Alors, il est souvent discuté à juste titre, mais disons que les jeunes aujourd'hui qui estiment totalement injuste de payer des primes qui, en fin de compte, sont dues aux plus anciens, dans quelques années, ça sera leur tour aussi. C'est le principe même de la solidarité. On donne et on reçoit. On ne peut pas aller que dans un sens. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point par rapport aux seniors, on l'a vu pendant le Covid. Je pense que c'était des années un petit peu difficiles, mais qui ont eu beaucoup d'apprentissage. C'est qu'en fin de compte, on les a considérés comme étant complètement hors société. On était très paternaliste avec eux. Il y a eu beaucoup de souffrance aussi de la part des Mmh. seniors. Et je pense que ça, c'est une chose dont il faut vraiment tenir compte dans notre politique publique notamment, mais aussi à l'échelle des entreprises. Ils sont là, ils sont pleinement là, ils ont autant de droits, mais ils ont aussi autant de devoirs que les autres. Et il faut surtout pas les tabouiser ou les segmenter, parce que c'est une erreur de taille de le faire. Tu parles de droits et de devoirs, Oui. j'entends bien. Ce serait quoi les devoirs, selon toi, des seniors aujourd'hui Eh vis-à-vis de la société? bien, de voter. Je pense que d'ailleurs, c'est un devoir qu'ils honorent avec régularité, contrairement à d'autres générations qui votent beaucoup moins. Il y a une défiance certainement par rapport aux politiques qu'on peut expliquer. Mmh. Les devoirs, eh bien, c'est ceux de rester intégrés, c'est ceux de rester informés. C'est ça, les devoirs des seniors aujourd'hui. Mais ils ont également des droits à faire valoir, et c'est des droits qu'on leur dénie assez régulièrement. Aujourd'hui, les seniors s'informent encore majoritairement via les canaux traditionnels, donc la presse, même si elle Mhm. est accessible aujourd'hui de manière digitale, la télévision, encore la radio, les médias papier, et les titres traditionnels, que ce soit les titres locaux ou plus nationaux. Tu, ta posture par rapport à Génération, c'est quoi le positionnement qui va faire vraiment la différence pour les personnes qui vont aller s'informer en lisant ton magazine, que ce soit sur internet ou papier, par rapport aux autres sources d'information qui sont politisées ou non politisées d'ailleurs, qui peuvent venir des médias publics, du bénévolat, de milieux associatifs. Mhm. C'est quoi ton positionnement distinctif? Alors, notre positionnement distinctif, c'est déjà d'être un magazine mensuel qui est aussi édité non pas par un gros éditeur qui possède beaucoup de titres, puisqu'on est une coopérative à but non lucratif, ce qui donne déjà un positionnement neutre, puisqu'on est neutre, on est apolitique, on est areligieux, c'est dans nos statuts depuis toujours. Quand le magazine est né il y a plus de 50 ans, il était l'émanation de la vie associative senior qui, pour la première fois, voyait en fin de compte qu'ils n'avaient pas un outil de communication entre eux. Je pense qu'aujourd'hui, on créerait un site internet. À l'époque, c'était un magazine print. Et on voit que le magazine print continue, puisqu'en fin de compte, on est toujours là, il fonctionne bien, on a une très belle audience dans l'ensemble de la Suisse romande. Alors, qu'est-ce qu'on offre? Nous, on offre un média généraliste. Moi, j'ai eu pas mal de postes à responsabilité dans d'autres titres avant, et je vois qu'à faire de l'information généraliste, des interviews, des portraits, des reportages, on a parlé aussi de la guerre en Ukraine, on a parlé beaucoup de choses. Donc ça, c'est une information généraliste mensuelle, je dirais, Mhm. qualitative. On a également, au sein du magazine, c'est ça qui nous différencie aussi, toute une série de services basés sur quand même deux piliers qui sont très importants quand on considère en fin de compte la vie qui s'allonge à partir de Mhm. 65 ans, bien que notre cible c'est 50 ans et plus, puisque c'est aussi la préparation à la retraite, c'est les deux piliers que sont en fin de compte la santé et l'argent. C'est Mhm. les deux choses auxquelles on doit vraiment penser en amont, hein. Tu parlais il y a un petit moment qu'en fin de compte, on n'en parle pas suffisamment Oui, tôt. puis eux-mêmes le disent, hein, pas assez informés, ils n'y pensent pas. Exactement. Mais je pense que si nous, on arrive à donner de l'information qualitative, ce qui est le cas en termes de préparation à la retraite, en termes de notariat, enfin toutes ces choses-là qui Mhm. sont pas forcément les meilleurs points à penser, mais qu'il faut penser en amont. Et puis il y a également la santé, qui sont nos deux patrimoines. Si on gère bien ces deux patrimoines-là, on peut s'assurer une vieillesse qui est plus heureuse que si l'on n'y a pas pensé en amont. Ok. Donc, journal généraliste, mais également avec des spécificités de service. Mais ce qui est très important, et c'est ce qui fait notre différence, c'est qu'on n'est pas un journal de vieux. C'est-à-dire qu'on ne donne pas que de l'information sur les baignoires à portes Et pour pourtant, c'est donner cet important, hein. exemple-là. Il est très important. Mais le Il fait faut bien faire d'avoir venir des que annonceurs dans le des magazine. informations, oui, oui, et heureusement qu'ils sont là et je les remercie d'ailleurs. Mais ce que je veux dire par là, et c'est aussi un avantage pour les annonceurs, c'est que, étant un journal généraliste, on ne clive personne. Et eux, quand ils se voient au travers du journal, ils ne se sentent pas
clivé par la société. C'est un journal qui reste généraliste, mais à l'intérieur, il y a également des informations qui les concernent directement. Mmh. C'est pour ça qu'en fin de compte, on a beaucoup de seniors qui nous lisent, de 50 à beaucoup plus tard, mais il y a également beaucoup de leurs enfants qui lisent le journal, qui d'ailleurs se réabonnent après, et je les remercie beaucoup. On a des annonceurs, en effet, qui sont orientés sur tous les services quand on vieillit, aussi en termes de mobilité, etc., etc. On a aussi de la voiture, on a aussi d'autres choses. Parce que c'est un journal qu'on a réussi à faire transgénérationnel. Et ça, Mmh. c'est très important. Parce qu'on a vu qu'en fin de compte, faire un journal que pour les vieux, c'est clivant. Et C'est clivant. pourtant, tu as Antoine Decaune qui a lancé son magazine qui Oui, s'appelle Vieux. oui. Pour les Ah, oui, oui. Mais c'est un tout petit peu différent en termes de positionnement. Effectivement, positionnement très différent. Mhm. J'avais l'impression qu'il s'adresse un petit peu à ses potes, tu as pensé quoi, toi? Alors, je trouve très intéressant. Je trouve que la couverture est tout à fait sémillante, donc très sympa. Mais c'est vrai qu'en lisant avec un œil aussi professionnel le contenu, on voit qu'en fin de compte, ils s'adressent à sa cohorte, dont je fais aussi partie, de tous ceux qui ont aimé De Caunes quand il était sur Canal, et puis qu'il a suivi en fin de compte dans toute sa créativité à la suite. Donc, il a interrogé tous ses potes, Jean-Paul Gaultier, etc., etc. Aujourd'hui, il y a une tendance beaucoup en France et dans le monde anglo-saxon de faire des titres qui sont attachés à une personnalité très Exact. médiatique, Mmh. Et ultra mais niche, du coup. ultra niche, mais c'est très fragile parce qu'en fin de compte, il y en a déjà qui se sont cassés la figure parce que quand cette personnalité n'est plus là ou n'a plus la visibilité, le journal tombe avec. Donc c'est pas du tout ce qu'on vise, nous. Donc je dirais que oui, ça enrichit évidemment, et ça c'est une excellente nouvelle pour le monde des médias, qui a quand même de la peine aujourd'hui, ça enrichit le monde des médias, mais c'est pas une concurrence directe pour nous. Mais c'est marrant ce que tu dis sur, par rapport au personal branding, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus, alors peut-être pas justement chez les seniors pour le coup, mais des personnes qui rallient aussi leur communauté autour de contenus digitaux et qui vont aussi trouver des partenariats ou Bien des sûr, manières d'enrichir leur bien sûr. proposition de valeur par rapport à justement ce que eux ont construit comme communauté autour de leurs propres valeurs. Sur ces personnalités que tu as pu, toi, interviewer ou rencontrer au travers de générations, j'avais envie de te demander quelles sont celles et ceux qui t'ont peut-être le plus marqué, qui te viennent à l'esprit. On n'a pas préparé, c'est peut-être un peu délicat ou Ah, difficile je vais de... essayer de faire Ouais, marcher mais ma qui te vient un mémoire. petit peu à l'esprit comme ça. Et pourquoi ces personnalités t'ont marqué? Eh bien, j'en citerai 2, les 2 récents qui ont très bien fonctionné. Une, qui a fait, sens pour énormément de lecteurs et de lectrices, qui est Mireille Dumas. Je ne sais pas si tu t'en souviens, qui tenait une émission il y a une vingtaine d'années, qui était vraiment, tout à fait pionnière puisqu'elle était, sur le divan, hein, c'était psy, elle faisait parler des gens, de manière très, très intime. Donc elle a été énormément suivie, dans ces années-là et puis elle a ressurgi à la faveur, de sa chaîne YouTube où elle va re-rencontrer les mêmes personnes 20 ans après pour Ok, savoir ce qu'ils sont devenus. ok. Et donc elle avait une double actualité qui était formidable et avec un recul qui était absolument passionnant. Donc on a fait une couve, on a été la voir à Paris, elle a une boîte de prod, c'était vraiment une très très belle rencontre qui faisait sens tant pour les lecteurs qui étaient le plus anciens, Mhm. qui a été Suivi, biberonné à ouais. Mireille Dumas, et puis ceux d'aujourd'hui qui vont la rencontrer sur YouTube, sur sa chaîne YouTube. Puis plus récemment, on a eu une autre personnalité, aussi une femme. Il faut dire qu'on a beaucoup de lectrices femmes, et il faut aussi qu'on ait une bonne variété. Alors, on ne tient pas un quota, mais on fait quand même toujours attention d'avoir une bonne variété aussi, hommes-femmes, puisque je parle surtout des grandes interviews qui font la couverture du magazine. Mhm. Là, c'était Camille Cotin, voilà, qui est beaucoup plus jeune, hein, qui est une actrice qui a énormément de popularité, qui est une femme super intelligente, qui fait du théâtre. Donc on a été la voir, puisqu'elle venait faire une pièce en Suisse, hyper intello par ailleurs. Et c'était une magnifique interview aussi de pouvoir rencontrer une personne de sa génération et qui parle aux autres générations. Lorsqu'on va voir des personnalités, on parle très souvent de leur famille, de leurs enfants, de leurs parents, d'où ils viennent, comment ils se situent au niveau Mhm. intergénérationnel. Et c'est vrai que ces questions-là, elles ne sont pas posées par d'autres journaux. Donc on apprend énormément de choses et les lectrices et lecteurs qui nous lisent, quel que soit leur âge, peuvent se situer. Ça fait un benchmark qui est quand même assez intéressant aussi par rapport à leur parcours de vie. Donc c'est ça qu'on valorise. C'est des histoires humaines, c'est évidemment le lien social que ça suppose derrière, et c'est ça notre savoir-faire, je dirais, notre ADN principal par rapport à d'autres types de journaux qui sont peut-être jugés plus commerciaux et autres. On va vraiment voir les gens. Aujourd'hui, avec la crise de la presse, il y a hélas de moins en moins de journaux qui ont les ressources d'aller voir des vrais gens sur le terrain avec des photographes. Ça, c'est notre marque de Mhm. fabrique et c'est ça qui est apprécié. Puis c'est vrai que ce qu'on constate, c'est que les personnes, et surtout chez les 50 et plus, ils aiment avoir un peu cette compagnie, d'avoir la radio allumée en bruit de fond. Pareil pour la télévision, il y a des moments rendez-vous, mais c'est aussi une manière d'approfondir un sujet par lequel ils seraient de nouveau pas allés
eux-mêmes chercher de l'info. C'est Alors ça. que chez les jeunes, on n'a pas du tout on n'a plus du tout ce Le rapport à comportement-là. l'info a Voilà, beaucoup le changé, ça rapport c'est a vrai. changé, puis on est vraiment sur ces verticales affinitaires par rapport à mon centre d'intérêt, Mmh, et puis mmh, aussi les algorithmes vont t'alimenter par rapport à ce que tu as mmh, déjà consommé qui t'a plu, alors que les médias publics ou le vôtre amènent cette plus grande diversité. mmh, Et par mmh, rapport à ça, je voulais te demander aujourd'hui, sur cet aspect compagnonnage, mmh, les médias ont toujours joué ce rôle très important mmh, d'être au quotidien un moment de compagnie mmh, pour les mmh. seniors. On a constaté ici qu'il y avait quand même 75% des seniors qui qui disent ne pas souffrir de solitude, ce que je trouve un très bon score, et puis que les 25% qui disent en souffrir, c'est des personnes qui n'ont pas eu d'enfants, par choix ou pas, et qui n'ont pas de descendance. Mmh. Et je voulais te poser la question suivante. On voit que c'est très tendance en Asie, chez les seniors, par rapport aux personnes qui ont perdu quelqu'un Mmh. de proche, qu'il y a des compagnons des robots à base d'IA, conversationnels. Tu sais, ils nourrissent ça avec des vidéos, des audios, enfin tout ce qui est un peu à disposition. Et ça te permet de continuer à converser. Alors les gens sont bien conscients que ce soit un robot, mais je voulais te demander, dans une projection peut-être un peu plus futuriste, qu'est-ce que tu penses de toutes ces aides en termes de compagnonnage, mais aussi de prévention santé? Alors, je pense, d'abord, il y a une chose importantissime, que je vois déjà avec, des générations de 60 à 80 ans, c'est que jamais rien ne remplacera le lien social. Jamais rien. On peut avoir, toute la machinerie, que l'on veut autour, toute l'intelligence artificielle qu'on aura, rien ne remplacera jamais le lien social. C'est un des déterminants de la santé les plus importants, notamment par rapport aux maladies dégénératives. Le lien social est, une garantie de maintien et de qualité de vie de toute manière, l'OMS le dit également. Donc les machines, c'est très bien. Je pense que si elles viennent remplacer, s'ils viennent aider, et cetera, au niveau des services quotidiens, c'est une excellente chose, mais jamais, elles ne remplaceront réellement le lien social. Il y a eu pas mal d'expérimentations, notamment dans les hôpitaux, les EMS, venant du Japon, hein, où on avait aussi des poupées qui nous parlaient ou qui, dans le cadre de maladies comme Alzheimer, Mhm, pouvaient être aussi des agents conversationnels. mhm, Ça portait ses fruits, mais les gens, n'étaient pas, très réceptifs d'abord à ce type, d'échange et puis n'appréciaient pas, simplement de parler à une machine. Voilà. mhm, Donc, oui, tant que ce sont des outils qui peuvent améliorer la qualité de vie, mais qui respectent la dignité, le libre arbitre et qui, n'ont pas la prétention de remplacer un lien humain, je pense que ça, c'est une bonne chose. C'est l'évolution aujourd'hui. On voit que, ça va assez loin. Mais il faut vraiment garder en tête que c'est un outil et ça ne remplacera pas, l'humain, mhm, qui me semble être une valeur cardinale dans un bon vieillissement en tout cas, mais avant aussi. Tu parlais il y a un instant en fin de compte, tous les algorithmes qui orientent l'information, en particulier chez les jeunes, sur leurs thèmes, privilégiés. En fin de compte, ça vient nourrir une bulle, mais ça ferme complètement au mhm, reste du monde. Aujourd'hui, je pense que les algorithmes, c'est un réel danger dont on prend seulement aujourd'hui la mesure. mhm. Et le monde qui s'ouvre pardon, au gré des algorithmes, et notamment de l'IA, il faut vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchir et puis je pense légiférer un tout petit peu. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pour une législation très ouverte, surtout aujourd'hui aux États-Unis. C'est pas du tout mon opinion. Tu sais que j'aime aussi parler d'entrepreneuriat. Donc nous, on vient aussi parfois nous solliciter pour faire des études de marché, tester un concept, une innovation, un service possible, voir s'il y a un marché et comment on pourrait optimiser ce service avant de le lancer. Je connais bien aussi le sujet du maintien à domicile le plus longtemps possible et puis les difficultés qu'on a justement aussi pour avoir de l'humain qui va venir tous les jours avant 9 heures du matin en fait Bien pour sûr. le soin de monsieur ou madame parce que ces personnes-là, on ne peut pas les dupliquer. Et il y a d'ailleurs, c'est un marché pénurique en termes aussi de recrutement et d'emploi. On a de la peine Oui. à avoir aussi ces ressources. Et donc, je voulais te poser la question suivante. Sur cet aspect de maintien à domicile, on voit des projets émerger de résidence. Tu quittes ton domicile et tu vas dans ces maisons qui sont quand même faites pour que tu te sentes chez toi, avec des services qui vont te permettre de faciliter tout ce qui va être à la fois les soins, appeler en cas de pépin, les repas qui vont être livrés, Mhm. et tout en ayant ton chez toi. Avant ce passage à l'EMS qui est effectivement, on sait, hein, tu le disais tout à l'heure aussi en préparant l'entretien, que la durée de vie est plutôt de 3 ans. Donc on est plutôt sur l'accompagnement en fin de vie quand on sera dans cette dernière étape. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel, mais je pense qu'il faut beaucoup écouter les gens qui potentiellement peuvent utiliser ce type de service parce que c'est leurs besoins, Mhm, c'est à leurs besoins auxquels il faudra répondre. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des offres bon, qui existent déjà depuis quelques années
de logement intermédiaire, hein, c'est-à-dire son appartement et puis après les MS. C'est une vision qui est caricaturale, c'est pas la réalité. Il se trouve que souvent, les soins à domicile interviennent, c'est vrai. Il y a une raréfaction aussi des ressources, ça c'est juste aussi. Mais il y a toute une série de solutions qu'on peut favoriser de manière intermédiaire. D'abord, dans quel appartement est-ce qu'on est? Est-ce que cet appartement, on devra forcément le quitter ou est-ce qu'on peut déjà habiter un appartement en fin de compte, qui sera évolutif, avec moins de seuil, des écarts de porte suffisants pour passer potentiellement avec une chaise, etc. Mmh. Ça, on peut en penser en amont. Il y a aussi la colocation, Mmh. senior versus étudiant, qui marche très bien. Il y a pas mal de services intelligents qui se sont mis en avant. Après, il faut quand même un cadre qui tienne la route, en fin de compte, que les engagements de l'un et de l'autre soient respectés. C'est pas si simple de les mettre ensemble, Mmh. mais ça peut fonctionner très très bien, puisqu'en fin de compte, il y a des jeunes qui trouvent un compagnonnage absolument formidable qu'ils n'ont peut-être plus à titre privé, et puis versus évidemment des personnes plus âgées qui ont du service, faire les commissions, changer une ampoule, etc. On a aussi des gens qui ont la chance d'avoir une propriété privée, qui peuvent mettre une chambre à disposition dans ce type de cadre. Donc Mmh. il y a toute une série de gammes de solutions qui existent, qu'il faut vraiment valoriser aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que les MS. Et comme tu l'as dit il y a un instant, les MS, bah voilà, c'est pas ce que l'on souhaite. Il y a énormément de gens qui ne veulent pas aller à l'EMS. Mais en amont, c'est-à-dire à partir de 65 ans, c'est-à-dire la retraite, hein, il y a énormément de solutions qu'on peut imaginer et qui existent déjà sur le marché. Donc c'est vraiment une période de vie à laquelle il faut penser, parce que l'espérance de vie, il y a une vingtaine d'années, elle n'était pas la même, et Mmh. aujourd'hui, on a un potentiel juste énorme à ce niveau-là. Et je pense que la qualité de vie qui en dépend, bah, elle est centrale. Est-ce que Mhm. toi, tu as l'impression que, ben, aujourd'hui, le marché des seniors, c'est un vrai marché et qu'il y a beaucoup d'opportunités? Et si oui, ce serait quoi les tendances que tu peux identifier pour les gens qui auraient envie de se lancer, à la conquête de ce segment de marché des Oui, et seniors? puis de le faire vivre au mieux. Moi, je pense qu'il y avait pas mal de fausses routes par le passé. Je vais te donner un exemple, le téléphone pour seniors à grosse touche. Ça n'a Mmh. pas du tout marché, pour des raisons très simples, et on voit bien qu'il y avait un déficit d'information et de connaissance de ce segment-là, hein, puisque tu parles de segment. C'est qu'en fin de compte, les seniors ne voulaient pas avoir un téléphone qui soit différent de téléphone des autres, parce que ça veut dire qu'ils ne sont plus intégrés, ça veut dire qu'ils ne sont pas considérés comme les autres, ça veut dire qu'il y a une forme de paternalisme par rapport à ce type de produit-là qu'ils n'ont pas supporté. Ça a été un échec absolu. Donc ils préféreront nettement avoir un téléphone avec des mini-touches, même s'ils touchent avec leurs doigts deux touches à la fois, plutôt que d'accepter ce type de service. Mmh. Donc je pense qu'il faut vraiment reconsidérer sa vision du senior et puis cesser de l'invisibiliser. Il faut aller leur poser des questions. Mais moi, j'ai envie de te parler un peu aussi du monde du travail par rapport à ça. Puis, bah, Martina Shiba, qui est une de vos chroniqueuses, Ouais. phares, que j'aime beaucoup suivre d'ailleurs, en parle souvent également, du fait qu'en fait, après 50 ans, dans le monde du travail, tu es quand même vu comme, obsolète. Ouais. Tu j'ai eu aussi Maxime Lagan dans un des podcasts qui nous expliquait comment faire du mentorat entre les générations des 50 et plus dans l'entreprise et les jeunes qui arrivent. Mais dans le monde du travail, il y a plutôt vraiment une mise à distance des jeunes vis-à-vis des générations de 50 et plus. Ouais. Mais il y a beaucoup de caricatures là aussi. On pense que les personnes les plus âgées, les seniors en monde d'entreprise, d'abord, un coûte très cher pour les employeurs, alors que c'est pas forcément toujours le cas. On peut aussi proposer de baisser peu à peu le temps de travail, ça c'est des choses tout à fait possibles. Deuxièmement, on pense qu'ils ne sont pas du tout prêts à travailler digitalement. Il y a peut-être en effet des fois des formations supplémentaires à faire, mais ils sont curieux, ils veulent continuer et conserver leur travail, bien évidemment. Et puis, on pense qu'ils sont, en termes relationnels, assez compliqués, puisqu'ils sont sûrs d'eux, parfois arrogants, etc. C'est également faux. À titre personnel, au sein de notre entreprise, on a vraiment tous les âges. On a beaucoup de stagiaires aussi qui viennent sur différents métiers. On a également des personnes plus âgées. Un des derniers engagements que j'ai fait, c'était à l'âge de 61 ans. Et c'est, je le vois au quotidien, formidable parce que c'est du réel mentorat. C'est pas un patron à qui on va s'adresser. En revanche, c'est quelqu'un qui va nous conseiller et c'est une valeur essentielle au sein de l'entreprise en termes de stabilité et de pérennité. Et je pense qu'il faut s'assurer d'avoir plusieurs générations au sein d'une entreprise, aussi pour la conservation du patrimoine. On voit que si tous les seniors partent en même temps, eh bien, on a vu ça dans l'horlogerie notamment, ben, il y a des machines qu'on ne sait plus faire tourner. Donc oui, il y a un réel potentiel, oui, il faut en discuter, oui, je pense qu'il faut remettre ça sur la table, mais avec une élasticité et une discussion avec eux. Donc aujourd'hui, j'appelle vraiment les entreprises à penser un petit peu plus loin.
On leur dit par ailleurs qu'on veut bouger l'âge de la retraite et puis d'une autre part, en fin de compte, le monde de l'entreprise ne veut pas les engager. Donc il y a quelque chose aussi qui est pas très cohérent à l'échelle politique. Dernier thème que je voulais aborder avec toi, c'était sur l'aspect santé. Ouais. Un chiffre écrasant de 85% des personnes qui trouvent que la charge financière est beaucoup trop lourde à assumer par rapport au coût de la santé. Je pense que le chiffre serait pareil en fait si on s'était adressé aussi aux moins de 50 ans. Quel serait le conseil en fait à donner aujourd'hui aux jeunes seniors pour à la fois rester en forme plus longtemps et éviter d'être emprisonné au niveau de son pouvoir d'achat par la perte de pouvoir d'achat et la perte de revenus à l'âge de la retraite et par le coût aussi que représentent ces charges pour prendre soin de sa santé. Bah, il est vrai que la vision de la santé, de la santé publique, depuis longtemps, aujourd'hui, elle va complètement dans le mur. On voit bien que les principaux protagonistes, que sont les médecins, les assureurs, les hôpitaux, etc., c'est une espèce de cours où on s'échange en fin de compte les patients, et ce sont les derniers de la liste qui payent. Voilà, on voit aujourd'hui que ça va dans le mur parce que les coûts de la santé augmentent chaque année, on a des primes qui augmentent chaque année. Récemment, on a encore vu qu'on donne encore plus de pouvoir aux assureurs et puis que la franchise la plus basse risque encore Oui, d'être j'ai vu d'être ça. éliminée. Mm. Donc c'est pas des bons signaux. Notre système va dans le mur parce qu'en fin de compte, il ne valorise que le geste, il ne valorise que le soin direct à la personne et hélas largement insuffisant à la prévention. On a un des budgets en termes de prévention dans le cadre de la santé qui est un des plus bas à l'échelle européenne, donc ça c'est un gros gros problème. En fin de compte, on vient à un diagnostic, puis on vient soigner la pathologie, mais tout le monde en amont où on aurait pu éviter de tomber malade, il est largement ignoré. Et ça, c'est une grosse problématique. Et je Pourtant, je pense trouve que qu'il y a c'est... quand même beaucoup d'associatifs hein, sur le diabète, Ah, mais bien sûr, il y a de l'associatif. Pro-Sénectouté. Bien sûr, mais c'est du soutien, c'est souvent du lien social aussi. Il y a Alzheimer, il y a énormément de Ouais. choses, heureusement qu'ils sont là d'ailleurs. Mais il ne faut pas confondre, leur mission n'est pas du tout la même que les assurances maladie ou les médecins. C'est se retrouver entre nous, se soutenir, échanger des bonnes pratiques, etc. En revanche, le système de santé, il est là pour maintenir la population en santé et lui assurer une espérance de vie digne de ce nom, et si possible en bonne santé, Mais celle qui est à l'EMS. est-ce que cette complémentarité sur la thématique de la prévention, elle peut pas justement être faite aussi avec ses autres partenaires relais? Ou bien Alors vous, bien par exemple, sûr, les médias? mais c'est ce qu'on fait Oui. régulièrement. D'ailleurs, on voit bien que l'appétence, tu en parlais il y a un instant, aux médecines parallèles, avoir d'autres voies, etc., pour se maintenir en santé, ça part du citoyen. Mais je pense que le système lui-même devrait offrir plus de possibilités d'avoir une idée de ce qu'est la prévention. Mais je crois qu'en termes de levier par rapport à sa propre santé, on a très très peu de pourcentage de ce qu'on peut faire réellement. Parce qu'il y Mm. a évidemment il y a l'environnement, il y a mille choses. Mais on est quand même aujourd'hui dans un espèce de cul-de-sac par rapport à la santé. Le système ne fonctionne plus. Et quand tu parles aujourd'hui du gros souci des primes que représentent, c'est vrai, dans un budget à plus forte raison, à 65 ans et plus, les primes maladie, on voit bien qu'aujourd'hui, on va dans le mur. Alors qu'on sait qu'aussi, c'est à partir de cet âge-là qu'on coûte le plus cher. Mhm. Donc c'est problématique, avec des risques derrière qui heureusement ne sont pas avérés, de générations qui veulent plus payer l'assurance maladie, pour, etc., etc. On en parlait il y a un instant. Donc là, c'est le système de santé qui doit être remis en cause. Je suis d'accord avec toi, mais je vois aussi tu parlais aussi d'initiatives privées en lien avec la médecine alternative et on voit quand même qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui développent ces marchés sur les compléments alimentaires et qui vont aller chercher les 50 et plus parce qu'ils sont plus vulnérables aussi et plus facilement amadoués parfois et convaincus de certaines options qu'on leur propose, qui sont alléchantes, qui sont bien marketées mais qui sont pas forcément efficaces. On voit aussi qu'il y a encore beaucoup d'arnaques qui sont faites aux seniors sur des tentatives d'entrer en contact en se faisant passer pour tel et tel avec les fakes sur le web Mhm. pour soutirer de l'argent. Par rapport à cet aspect plus vulnérabilité, que ce soit en lien avec la santé, parce qu'on venait d'en parler sur ces ventes de compléments alimentaires, ou par rapport à la cybersécurité, en allant toucher à cette fibre affective dont certains manquent parfois, Mhm. quelle est ta lecture de ce que tu peux observer à l'échelle de la Suisse romande sur ces deux Ah, c'est aspects-là? que les arnaques, même les plus anciennes, fonctionnent toujours, par téléphone, évidemment, toutes les arnaques qui viennent dans la messagerie hein, ou sur les réseaux sociaux. Ce que je vois aussi, c'est qu'en fin de compte, les médias ont tout leur sens, parce que heureusement, les médias existent aussi pour donner de l'information qualitative. Et
même s'il y a toujours un même taux, en fin de compte, de ce type-là de criminalité, l'information, elle est clé. Et là, tout le rôle des médias, pour en parler quand même, je pense que c'est là, le rôle des médias est là le plus important, à mon avis. Maintenant, par rapport à cette fragilité-là, il y a l'environnement, il y a les autorités, il y a la famille, il y a toute une série de réseaux autour qui leur donnaient aussi des bonnes informations. Mais ta question, c'était? Ouais, donc Oui, ton rôle de demain, c'est de faire la prévention ça c'est aussi, sûr, oui, ça c'est de c'est faire sûr. d'utilitaire, du serviciel, Oui. que ce soit, il me semble, à un moment donné, vous proposiez aussi des cours pour Oui, l'informatique. alors c'est vrai qu'on a été pionniers par rapport à ça, parce que c'était il y a quelques années. Et puis, en fin de compte, on voyait qu'il y avait une fracture numérique qui était en train de s'installer. Donc, on a offert ces cours dans toute la Suisse romande. Ça a très bien marché. Et puis, les pouvoirs publics, les communes et autres ont commencé à mettre ça en place avec quelques années de retard, je dirais, à titre gratuit. Donc, on a juste fait le lien par rapport à ce trou-là. Mhm, Et en fait, ça a apporté ses fruits. Parce qu'en fin de compte, dans une dizaine d'années, je pense qu'il n'y aura plus personne qui n'a jamais eu de souris en main dans le mhm. cadre de son travail. Mais aujourd'hui, il y a encore des gens qui n'ont jamais travaillé avec l'informatique et qui sont encore à la peine. Ouais, c'est vrai. Et toi, pour clôturer, dans ton rôle de média, quelles pourraient être les possibilités où tu pourrais faire, est-ce qu'il y a un intérêt ou pas d'ailleurs, hein, faire davantage de liens et de relais avec le milieu associatif, avec le politique et avec le monde économique, en tant que Alors, rédacteur en chef de Génération? Alors, c'est quelque chose qu'on déploie et que je déploie aussi à titre personnel quasi quotidiennement. D'abord, évidemment, avec tout ce qu'on écrit, avec tous les interlocuteurs que l'on a qui sont interrogés dans le journal. On a énormément de partenariats avec le monde associatif, ça c'est évident, pas mal d'associations évidemment seniors, mais aussi des associations de manière globale. Et puis, le journal, avec les ressources qu'il a, arrive à créer des events. Et puis, moi, je vais faire beaucoup d'animations de conférences. Donc, on essaie de donner ce message loin à la ronde, je dirais. On a la chance d'être distribué dans toute la Suisse romande, ce qui fait que ça me donne à titre personnel la possibilité d'aller faire des conférences un peu partout, Mhm. à animer, mais beaucoup dans le cadre de la santé. Il y a quelques jours, j'ai animé encore au niveau de la ville de Lausanne sur sport et seniors, voilà. Donc il y avait une centaine de personnes qui étaient reçues. C'était juste formidable parce qu'il y avait un engouement et une pêche absolument hallucinante. Et puis un retour pour moi qui était excellent parce qu'ils connaissaient tous ce journal, donc ça c'était très bien. Mais on essaye, bien évidemment, ça c'est notre boulot. Après, il y a évidemment les politiques qui ont une grande responsabilité, et puis une responsabilité quand même individuelle à bouger. Mhm. On est quand même à bouger, hein, pas que physiquement, mais à se mouvoir aussi par rapport au monde de l'information, et puis à toutes les ressources qu'on doit aller solliciter pour bien vivre et vivre longtemps. Et j'ai l'impression que toi, justement, ce qui te motive, c'est de bouger, d'aller à ces events, rencontrer des gens, modérer, parler, échanger. Alors j'adore ça, bien évidemment. Et je répéterai pour conclure, je pense que le contact humain, s'il est nécessaire à tout senior, comme je l'ai dit avant, il est nécessaire à tout humain. Et c'est ça qui me motive particulièrement, c'est dans l'échange. Et on a une richesse d'échange qui est toujours formidable. Je ressors toujours augmenté des événements que j'ai été animé. Mais j'espère que tu ressortiras augmenté de cette heure qu'on vient de passer ensemble Ça, à c'est assuré. discuter. Ça, c'est sûr. Je te remercie beaucoup en tout cas de m'avoir accordé une heure. Je sais que tu as une journée aussi bien chargée. Merci beaucoup Blaise pour ce partage, ces échanges. Merci de m'avoir donné l'opportunité aussi de diffuser mon sondage au travers de ta communauté dans ton magazine Avec grand Génération. plaisir. J'espère que tout le monde s'y retrouvera. Beaucoup de nos lectrices et lecteurs, d'ailleurs, ont participé au sondage et je les Ouais, c'est top. remercie. Merci Voilà. à toi. Merci À Blaise. bientôt. À bientôt. Au revoir.